Merci à tous d'être venus si nombreux. J'imagine que c'est bien sûr Engrand-le-Prince qui vous attire ici. Et si vous n'avez pas encore fait le pèlerinage à Saint-Étienne-de-Beauvais, je dois vous le dire, c'est un peu tard maintenant pour aller admirer l'arbre de Jessé de Saint-Étienne, ce grand chef-d'œuvre de l'histoire du vitrail français de la Renaissance, puisque ce vitrail a été déposé en mars 2024 en raison de son mauvais état, un mauvais état lié aux restaurations postérieures à la Seconde Guerre mondiale, qui ont contraint la ville de Beauvais à faire mettre ces panneaux en caisse, donc déposés en mars 2024 par l'atelier Courageux, mais qui nous a donné cette dépose, qui nous a donné l'occasion, à Elisabeth Pilet et à moi-même, d'avoir ces prestigieux panneaux entre les mains, afin donc de les étudier le plus rapidement possible, en tout cas d'établir une étude critique de ces panneaux. Vous en verrez les fruits tout à l'heure, de les examiner. Et c'est d'avoir eu en main ces panneaux, on donne l'occasion ce soir de faire le point des connaissances sur cette prestigieuse verrière et s'interroger sur ce qu'il est possible de comprendre de ces modes d'élaboration, de la part prise par chacun des intervenants, ce qui, comme l'a annoncé Elisabeth Pilet, correspond à la thématique de ce cycle. Alors oui, vous voyez donc le bas-côté nord de Saint-Étienne, avec la ville aujourd'hui. Donc nous nous situons dans cette partie à l'extrémité du bas-côté nord de l'église Saint-Étienne, qui a elle-même déjà eu une grande partie de ses verrières déposées pour les mêmes raisons que nous avons eu la chance également d'examiner auparavant. Alors, ce vitrail tient évidemment une place tout à fait particulière dans l'histoire du vitrail, parce qu'il porte, semble-t-il, une signature qui se trouve sur l'épaule gauche d'un roi, qui est probablement le roi Roboam, comme l'indique une inscription qui se trouve sur le personnage lui-même. Il n'est pas couvert, et cette inscription a été évaluée comme étant une signature, la signature d'Engrand-le-Prince, dont il s'agirait, puisque ce roi n'est pas couvert d'un autoportrait. Alors évidemment, je vous laisse la question ouverte. Je ne la trancherai pas certainement aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le fond de notre problème. Mais cette hypothèse, en fait, il faut le dire, a été formulée pour la première fois dès 1852 par un érudit local, l'abbé Barrault, a été largement reprise depuis, mais ce n'est vraiment pas le cœur de notre question. Si l'on circule un peu dans la bibliographie, dans l'historiographie, qui est très abondante, qui concerne cette prestigieuse verrière, il est nécessaire de s'arrêter évidemment aux travaux de Jean Lafon et de son compère Victor Leblond. Le Victor Leblond pour la découverte de nombreuses sources d'archives concernant la famille Leprin, pas en grand malheureusement. Jean Lafon, bien sûr, qui ont tous les deux largement contribué à la connaissance de cette dynastie d'artistes. Voici donc la première monographie importante de l'église Saint-Étienne de Beauvais, 1929, auquel on peut encore se référer. Et puis, on peut signaler aussi que ce vitrail a été présenté à plusieurs moments dans des expositions. En 1952, c'est la préfiguration de l'exposition suivante à Paris, à Rotterdam, et surtout donc en 1953, au Musée des Arts Décoratifs à Paris, dans le cadre de l'exposition Vitraux de France, avec une notice de Louis Grodecki, une notice bien où Louis Grodecki a été fort aidé par Jean Lafon. Les correspondances entre les deux grands maîtres du vitrail le signal. Grodecki écrit sans cesse à Lafon « Puis-je dire ça ?» Et effectivement, Lafon lui explique ce qu'il doit dire. Et puis, alors, plus récemment, évidemment, et ce sera sur ces ouvrages et ces travaux principalement que je m'appuierai ce soir, eh bien, il faut relever vous vous souvenez sans doute en 2017 de cette exposition qui a eu lieu au musée du Louvre, François Ier et l'art des Pays-Bas, organisée par Cécile Scailleret. C'est toute une équipe
dans laquelle, évidemment, bien des questions artistiques qui nous concernent, qui concernent l'œuvre directement ou indirectement, l'œuvre des Le Prince, sont étudiées avec de nombreuses œuvres analysées. Et puis, plus récemment encore, en 2024, nous avons été certains d'entre nous présents ici, dans le jury d'une thèse qui s'est tenue à Genève sous la direction de Frédéric Elsik, les ateliers Le Prince de Beauvais, peintre verrier de la Renaissance par Raphaël Villa, thèse que peut-être un jour nous verrons paraître dans les colonnes du Corpus Vitrearum. Mais au préalable de toute étude et suivant justement les habitudes, les bons réflexes du Corpus Vitrearum, il s'agit de s'interroger sur le degré d'authenticité de cette verrière. Et cette verrière n'a jamais été analysée avec précision, on veut dire en pièce à pièce, ce que nous avons pu faire sur table lumineuse, alors dans des conditions peut-être un tout petit peu précaires, parce que la table lumineuse était en fait un écran de télévision dans l'église Saint-Étienne. Ce n'est pas les conditions idéales, tout à fait celles de l'atelier, mais tout de même, le vitrail non plus n'était pas nettoyé, il était dans son état brut de dépose, mais tout de même, nous avons pu quand même relever un certain nombre d'informations qui, vous allez voir, nous garantissent fortement de son authenticité. Alors, c'est une verrière incomplète, effectivement, tout de même, ça avait déjà été remarqué depuis bien longtemps. On le sait, pendant la Révolution, Saint-Étienne a été transformé en dépôt de fourrage, et il avait été trouvé très pratique d'aménager une nouvelle porte pour sortir les charrettes de foin sous la verrière. Et donc on a supprimé le registre inférieur de cette verrière. On voit extrêmement bien ici qu'il manque quelque chose, il manque un registre, il manque les troncs qui partaient sans doute par là. Et puis on distingue dans les troncs qui sont interrompus ici, les troncs de l'arbre, et on voit une végétation d'un côté qui devait se prolonger. Et dans le panneau A1, ici, on voit également une végétation d'arbres morts qui est le prolongement de l'espace de la présentation qui devait se trouver au registre inférieur où l'on peut imaginer, registre inférieur manquant, où l'on peut imaginer des donateurs, avec leurs armoiries. Donc évidemment, cette perte de registre inférieur est fortement embarrassante pour nous puisqu'elle nous prive du nom des commanditaires de cette verrière et d'autres informations, sans doute, qui auraient pu être utiles à la connaissance de ce vitrail. Mais cependant, ce qui est peut-être encore plus important tout de même, c'est que les schémas de conservation établis en mars 2024 avec donc Elisabeth Pillet sur la plupart des panneaux, sur la totalité même des panneaux, nous permettent de nous rassurer sur l'authenticité de l'œuvre, sur toutes les parties sur lesquelles nous pourrons appuyer une étude. Alors, suivant les signes, ce sont des brouillons que je vous présente là, la mise au propre n'a pas encore été établie, mais suivant les normes retenues par le Corpus Vitrearum français, en orange, nous trouvons les restaurations du 19e ou du 20e siècle, les bouches-trous sont en violet, les restaurations anciennes en vert. Et donc, si on s'attarde par exemple sur le Roboam, le roi, probablement Roboam, qui se trouve ici sur la droite de la diapositive, nous pouvons noter une belle restauration ancienne ici, mais surtout en ce qui concerne ce roi, l'inscription Angres est bien authentique, ce n'est pas une invention du 19e siècle, ça nous rassure un peu, c'est important, et également l'inscription Roboam, ici, est authentique. Pour le reste, vous le constatez, le nombre de pièces anciennes est absolument phénoménal. La conservation de ce vitrail, par ailleurs, outre la perte de son registre inférieur, est tout à fait excellente. Alors, la partie du vitrail la plus restaurée, sans doute, est la jour supérieure du tympan. Non pas, heureusement, les parties importantes comme la tête, le Christ, la tête de la Vierge, le Christ, mais on est un peu surpris de voir que les rayons qui entourent, les rayons lumineux qui entourent la tête de la Vierge
sont en grande partie refaits. Dans les ajours, là aussi, la proportion de restauration est très, très limitée. Justement, pour préciser le schéma de conservation de la vue précédente concernant la Vierge de la jour supérieure, on voit très bien ici, avec cette vue du vitrail en face externe, que les verres qui ont été remplacés, d'ailleurs qui s'accordent avec la peinture extrêmement bien, avec l'état ancien, probablement respecté, sont des verres très brillants, avec aussi des marques de surcuisson qui ont été réalisées exprès de façon à imiter l'état d'un verre ancien. Et donc, cette partie restaurée, sans doute, ne nous trouble pas, puisqu'elle correspond à un état qui a existé, et elle s'accorde très bien avec cet état ancien par la qualité justement de cette restauration anonyme. Dans le recensement, malheureusement, dans la notice de recensement, on ne connaît pas le nom du restaurateur, il n'est pas mentionné le nom du restaurateur du 19e siècle ou du début du 20e siècle qui est intervenu sur l'ensemble de cette verrière. Et nous avons le résultat aujourd'hui. Autre panneau qui nous intéresse pour évaluer d'une façon assez générale l'état de conservation de cette verrière, eh bien, le dais qui couronne GC, avec ici une idée de la qualité quand même des restaurations, avec ce petit personnage qui reprend vraiment bien, on va le voir, les techniques, assez intelligemment, les techniques originales, et qui s'accordent extrêmement bien avec elle. Les plans de casse sont relativement nombreux dans ce panneau, mais d'une manière générale, dans la verrière, ils sont très supportables. Bien sûr, une restauration, on va le voir, serait très utile. Elle n'est pas pour demain, malheureusement. On peut regarder d'autres aspects de la conservation de cette verrière que nous avons pu observer donc, au cours des journées de travail dans l'église Saint-Étienne. Eh bien, le vieillissement de certains verres, la corrosion de certains verres blancs, ce qui est avec le résultat assez classique de la protection des verres par le jaune d'argent et les parties non protégées par le jaune d'argent corrodées. Mais ça ne touche qu'une partie assez secondaire de ce vitrail, qui dans l'ensemble présente des verres, on le verra, d'une très haute qualité et d'une très belle conservation. C'est sans doute là le résultat d'approvisionnement différent de l'atelier Le Prince, avec des verres qui ont réagi beaucoup moins bien au temps que d'autres. Et c'est sans doute là l'explication de cet état de conservation inégal des verres que l'on peut constater aujourd'hui. En revanche, ce qui est absolument notable et ce qui perturbe sans doute très considérablement aujourd'hui la lecture du vitrail, c'est les dépôts de surface que l'on observe. Alors d'abord, aussi cette photographie nous met en lumière la mise en plomb affreuse, la mise en plomb avec des plombs de 7 voire plus, qui date juste après la guerre. C'est l'atelier, il faut le citer quand même, on peut le citer, l'atelier Jean-Jacques Gruber. Et une mise en plomb extrêmement lourde, puisqu'on peut imaginer l'origine d'une mise en plomb en 5, ça change beaucoup de choses. Et une mise en plomb si lourde, accentuée encore par la présence de mastiques extrêmement débordants, et pas seulement débordants, mais aussi très couvrants, car outre les dépôts que l'on observe la poussière, le vitrail est évidemment poussiéré, sous cette poussière on observe des dépôts de mastic en grande surface qui sont le fruit d'un nettoyage insuffisant et qui altèrent véritablement la lecture de ce vitrail. Mais maintenant que nous savons quand même que nous pouvons étudier cette œuvre de façon tout à fait sereine, allons-y en tâchant de développer un certain nombre de questions qui, autant que possible, tâcheront de répondre au programme de ces cycles de conférences. Donc, situons-nous dans la ville de Beauvais, où l'église Saint-Étienne correspond à la plus grande, la plus importante des paroisses de la ville. Pour vous situer, vous avez ici la cathédrale, ici la place qui est aujourd'hui la place Jeanne Hachette. L'hôtel de ville se situe aujourd'hui ici, et derrière l'hôtel de ville se trouve
cette église Saint-Étienne, donc l'une des paroisses, églises paroissiales les plus importantes de la ville. Nous allons commencer ces questions, ce questionnement par celles qui sont ces questions liées à l'iconographie. Quels choix ont été faits et par qui? Alors, ce sont des questions évidemment extrêmement traditionnelles, extrêmement classiques, qu'on se pose toujours. Bon, on ne peut pas les manquer, bien entendu, non plus dans cette suite de réflexions autour de l'arbre de Jessé. Un tout petit rappel sur ce qu'est l'arbre de Jessé. Bon, je pense que tout le monde parmi vous n'a pas besoin de ce rappel, mais tout de même. Et alors la question que l'on se pose tout naturellement, est-ce que cet arbre de Jessé s'intègre dans un programme marial qui aurait pu être imposé autour de la chapelle d'Ax, qui est elle-même consacrée à la Vierge, ou au contraire, est-ce qu'elle est une commande libre d'un donateur inconnu? En gros, quelle latitude était accordée aux commanditaires? Voilà. On constate cependant que le choix de l'atelier aussi va avec. Eh bien, situons-nous donc une fois de plus dans l'église Saint-Étienne avec le plan. L'arbre de Jessé se trouve ici, on est bien d'accord. La chapelle d'Ax est consacrée à la Vierge. Dans sa disposition actuelle, il faut bien reconnaître qu'on a du mal à y relever le programme iconographique original en raison des lacunes et de nombreux déplacements de panneaux liés aux diverses restaurations, y compris d'ailleurs à la restauration de Jean-Jacques Gruber une fois de plus. Mais avec les éléments qu'il reste, on peut évidemment affirmer tout de même qu'un ensemble consacré à la Vierge, un ensemble un peu hétéroclite se trouvait dans la chapelle justement, dédiée justement à la Vierge, et que le prolongement de ce programme peut être lié à l'arbre de Jessé. Quant à l'existence d'un programme général, je n'y crois pas trop. Les donateurs sont divers, sont nombreux, il n'y a pas de suite cohérente, on ne peut pas en tout cas en distinguer une. Mais en revanche, si chaque donateur a une part de liberté, il a choisi, aussi malgré cette liberté qu'on lui a accordée, il a choisi aussi le même pâtre verrier pour l'ensemble de toutes ces verrières de la chapelle d'Ax, et donc pour l'arbre de Jessé, et pas seulement pour l'arbre de Jessé, aussi pour bien la plupart des autres verrières qui se trouvent autour de la chapelle d'Ax. Ici, nous sommes au nord, c'est pareil dans les chapelles juste au sud de l'abside. Donc il y a quand même là-dedans un ensemble très, très cohérent malgré tout, et en tout cas un ensemble cohérent du point de vue de l'exécution, par l'atelier d'Androy-le-Prince. Les datations de cet ensemble, aussi les datations est assez facile à fixer, puisque l'autel majeur, on le sait, a été béni en 1522, et on peut imaginer donc que l'ensemble a suivi, la pose des verrières a suivi rapidement derrière cette bénédiction, et on date habituellement l'arbre de Jessé vers 1522, 1525, peu importe la date exacte. Voilà, comment se trouvaient figurés les donateurs dans l'arbre de Jessé? On peut l'imaginer, donc on sait ce registre inférieurement quand, on peut l'imaginer à la façon de ce qui est présenté dans le vitrail de la B1, donc on voit Sainte Marie-Madeleine et des donatrices, également par Engrand-le-Prince, et on peut imaginer au bas de l'arbre de Jessé des donateurs et des donatrices disposés dans un espace extérieur, dans la nature, ce qu'indiquent d'ailleurs justement ces arbres qui dépassent encore, que je vous ai signalé tout à l'heure. Mais quel choix iconographique fondamental a été voulu par ces donateurs inconnus? Eh bien, il faut le reconnaître, c'est une iconographie qui ne suit pas l'évolution générale de l'iconographie de l'arbre de Jessé. Je vous renvoie pour les questions d'iconographie liées à l'arbre de Jessé aux travaux de Séverine Le Pape en particulier, qui avait réalisé sa thèse à ce sujet. J'ai mis à droite justement de l'image le célèbre arbre de Jessé de Saint-Godard de Rouen, 1506, qui est un peu l'archétype du grand vitrail de l'arbre de Jessé que l'on trouve en Normandie à partir du début du XVIe siècle et qui se prolonge
sur de nombreux exemplaires dans toute la région. Bon, certes, dans l'arbre de Gessé de Saint-Étienne de Beauvais, suivant l'usage maintenant qui est le plus courant à partir du milieu du XVe siècle, Gessé est assis. On ne se rend pas parfaitement compte parce qu'il manque justement la partie inférieure. Il est assis, mais de travers, sur un grand siège, mais il est assis. En revanche, il n'est pas accompagné des prophètes, alors les prophètes qui peuvent être Jérémie, Isaïe, ni pas non plus, on ne trouve pas la sainte parenté, comme très souvent aussi dans les verrières contemporaines. Ici, nous avons 4 prophètes autour de Gessé. Les prophètes, on les trouve cependant, oui, on les trouve tout de même à Saint-Étienne de Beauvais, mais alors bizarrement situés, tout à fait en haut, dans deux ajours qui sont juste passés sous la Vierge. Et donc, les prophètes qui ne sont pas identifiables, car il n'y a pas de nom. On peut juste imaginer qu'il s'agit de prophètes en pensant, regardant ce rouleau de textes tenu par les mains de prophètes à gauche, et ils sont tournés et ils montrent la Vierge. Voilà, ils désignent la Vierge, ce qui est évidemment tout à fait dans leur rôle. Mais ce qui est frappant aussi, c'est la disposition, je dirais très classique, de l'ensemble. Une disposition qui n'est absolument pas originale. Elle est d'un équilibre absolument merveilleux, évidemment. Elle est admirablement monumentale, mais dans sa disposition générale, elle reprend un schéma, là aussi, qui est un schéma ancien, qui a depuis de nombreuses décennies. Derrière elle, on en trouve de très nombreux exemples. Ce qui est particulier, cependant, dans cette iconographie, c'est l'ordre qui est donné aux différents rois. Leur disposition est complètement incroyable, il faut le dire. D'abord, l'iconographie la plus classique indique que 12 rois doivent figurent parmi les ancêtres du Christ. Ici, il n'y en a pas 12, il y en a seulement 8. Et on ne peut pas imaginer que dans le registre inférieur se soient trouvés les rois qui manquent. Par ailleurs, on note que l'ordre dans la généalogie du Christ n'est pas respecté, puisqu'on signale, Louis Grodecki l'avait déjà noté dans sa notice, que David, qui est le fils de Jessé, est placé un peu haut. Et que Salomon, qui est le fils de David, est placé avant David. Et que Roboam, qui est le fils de Salomon, n'est pas justement au-dessus de Salomon, mais à l'écart. Donc on est extrêmement troublé par cette disposition, pour laquelle je n'ai pas d'explication. Un choix, est-ce que c'est un choix formel avant tout? Est-ce que je n'ai pas de termes pour expliquer, et je ne peux que constater cet état extrêmement particulier, cette disposition qui évidemment nous surprend beaucoup. Dans le contexte aussi de la figuration de l'arbre de Gessé, du premier quart du XVIe siècle, on est surpris de constater aussi que la Vierge à l'enfant n'est pas une Vierge qui correspond à une Vierge de l'Immaculée Conception, comme elle est le plus souvent représentée dans la plupart des arbres de Gessé contemporains, et tout spécialement en Normandie et aussi dans certaines parties de la Picardie. Nous sommes donc, comme je l'ai écrit, nous sommes loin de la culture palinodique rouennaise ou amiénoise et de sa richesse inventive. En effet, quand on compare, bien sûr, la Vierge clôt la généalogie du Christ. Très bien, c'est tout à fait normal, mais elle n'a pas les symboles qui en font d'elle une figure de l'Immaculée Conception, telle qu'on la voit beaucoup plus tôt, par exemple, dans la chapelle d'Axe de la cathédrale d'Évreux, avec cette représentation monumentale au centre d'un arbre de Gessé où les rois sont tout petits, avec le croissant placé sous ses pieds, et surtout le couronnement, la couronne portée au-dessus de sa tête. C'est donc une iconographie, on peut dire une iconographie qui correspond à globalement à une formule classique et qui ne se relie absolument pas, une formule classique et en même temps avec
une formule là aussi avec des détails incompréhensibles, et puis qui ne suit pas ce courant immaculiste qui est pourtant absolument archi-puissant dans ces périodes qui correspondent à son exécution. Autour de la Vierge, eh bien sûr, des anges chantent sa louange. On joue des instruments, il y a un ange luthiste et un ange jouant du shalmi. Alors, shalmi, c'est cet instrument-là qui, je pense, si je ne me trompe pas, est un ancêtre du hautbois. Il faut ajouter encore une question à cette affaire iconographique, c'est celle liée à une tradition persistante que l'on observe en parcourant la bibliographie. Oui, selon une tradition bibliographique persistante, un lien avec l'histoire contemporaine a été souvent tenté, avec l'identification supposée des deux rois qui se trouvent actuellement au registre inférieur comme étant d'un côté le jeune Charles Quint et de l'autre côté François Ier. Alors ces images que l'on pourrait imaginer comme étant des images de propagande royale liées aux événements contemporains, en particulier à l'élection de l'empereur Charles Quint et à sa rivalité avec François Ier, ne peuvent être aucunement établies. Elles ont été suggérées surtout par la proximité des images de ces personnages royaux, des rois de Gessé, avec des représentations que l'on connaît de Charles Quint et de François Ier. On y croit si l'on veut, mais il faut tout de même reconnaître que l'hypothèse n'est pas absolument farfelue. Par exemple, dans le Puy d'Amiens de 1518, dont nous reparlerons tout à l'heure, il est clair que des allusions historiques sont bien présentes dans un sujet éminemment a priori religieux. Il n'est pas absolument impossible que dans le contexte beauvaisien, voilà, cette hypothèse de lien avec l'histoire contemporaine soit une réalité. Mais la preuve n'est pas là. Alors un petit clin d'œil, toujours pour ces questions d'iconographie et pour les clôturer. Au XIXe siècle, cet arbre de Gessé qui a toujours été célèbre, on va le voir, et qui a été copié à plusieurs reprises par différents ateliers en Picardie. Le voici donc copié cette fois-ci pour l'église de Chevrières, l'église Saint-Georges de Chevrières, par l'atelier Lévesque, avec une iconographie rectifiée, réinterprétée de façon plus juste, avec effectivement David avant Salomon, par exemple. Voilà. Les incohérences iconographiques que nous avons relevées tout à l'heure avaient déjà marqué les lecteurs depuis longtemps, et dans cette représentation, des corrections avaient été tentées. Alors, oui, une signature, un auteur. Vous avez déjà vu tout à l'heure cette signature, supposée signature Andre. Je remets cette image que vous avez déjà vue et je n'insiste pas pour un commentaire supplémentaire, mais je vais revenir à ce que nous pouvons savoir justement dans Grand le Prince. Un petit rappel, je suis obligé de faire un petit rappel pour ceux qui ne seraient pas tout à fait familiers de l'histoire de cet artiste et de sa famille. Eh bien, quand on fait l'historiographie dans Grand le Prince, on est frappé par l'ancienneté des informations qui nous viennent de la bibliographie. Et jamais cet artiste, en fait, n'a été oublié au cours des temps. Et bien sûr, notre référence absolue toujours, Pierre Le Vieil, dans son art de la peinture sur verre, ne manque pas de mentionner le prince, en grand le prince, en s'étant informé auprès des érudits du Beauvaisis, en particulier, voilà, un lieutenant au présidial qui l'a bravement recopié. Celui-ci lui avait écrit que le plus ancien dont on ait connaissance est Enguerrand ou Engrand le Prince, natif de Beauvais, mort en 1530. Il a fait des plus belles peintures sur verre qu'il y ait en aucun lieu. Je suis d'accord avec ça, même si évidemment l'exagération est évidente. Alors, il faut le reconnaître, peu de documents d'archives nous permettent de cerner l'activité dans le Grand Le Prince, mais aucun d'entre eux, il faut le dire, il n'y a absolument aucun document conservé
de l'époque de son activité. Mais par chance, un érudit du XVIIIe siècle, Louis Borel, a recopié l'épitaphe qui se trouvait dans le cimetière de l'église Saint-Étienne. Et cette épitaphe nous apporte beaucoup d'informations. Si gît en grand le prince, en son vivant vitrier, natif de Beauvais, nous apprend qu'il est originaire de Beauvais, c'est important, lequel décéda le jour de Pâques fleurie 1530. Donc, en fait, il faut lire bien sûr 1531. Et Jean Lepot, tailleur d'images, natif de Balerva, Bailleul-Val, près d'Arras, qui trespassa le 12 juillet 1563. Les ont fait dans cette église plusieurs œuvres de leur métier. Donc voilà, nous avons un artiste évidemment de Beauvais et qui était probablement un paroissien de Saint-Étienne. Et dans l'église, il a bien sûr agi, on l'a vu, cela confirme assez bien, je crois, bien sûr, l'existence d'une signature telle qu'on l'a vue. Un petit rappel aussi, pour ceux qui ne seraient pas familiers de l'activité dans Grand Le Prince, aussi une liste que je ne vais pas détailler, je la mets simplement sous les yeux, qui nous montre un temps d'activité connu extrêmement court, puisque la première date correspondant à un vitrail connu de nous est 1522. C'est un vitrail qui se trouve à la cathédrale de Beauvais, que nous allons voir tout de suite. Et la dernière œuvre conservée partiellement, c'est le vitrail de la confrérie Notre-Dame du Jardin à la cathédrale de Rouen, daté de 1528. Et donc la mort au rameau, 1531, clôt évidemment une activité dans Grand-le-Prince. Alors voilà quelques images pour vous remémorer, je ne vais pas insister, remémorer cette carrière, cette très brève et très brillante carrière, que je vous invite simplement, bien sûr, à mémoriser les images et puis à les regarder avec la diversité de leur style finalement. Des signatures donc, qui nous permettent de circuler dans l'œuvre. En particulier ici, nous avons, je fais un petit commentaire autour de ce vitrail de la collégiale Saint-Martin de Montmorency, qui nous indique le point extrême de diffusion de la production d'Atelier Le Prince en direction de Paris. Nous sommes là à Montmorency, où donc en Grand Le Prince a pu voir les œuvres étudiées par Guy-Michel de Proux, les œuvres tirées des cartons de Gauthier de Camp, et puis ensuite, plus tard, de Noé Bellemare. Nous sommes là en 1524, avec une signature un peu différente, mais une signature qui nous ramène à la même personne, ELP, en Grand Le Prince, et qui la désigne sans certitude l'auteur de ce vitrail dont le style est extrêmement parlant. La même signature, elle, passe à Rouen, à l'église Sainte-Jeanne d'Arc, aujourd'hui l'ancienne église Saint-Vincent, dans le vitrail de Saint-Jean-Baptiste. Et la dernière œuvre conservée sous forme de fragments seulement dispersés aujourd'hui, avec cette tête d'homme qui mériterait d'être comparée très précisément avec celle que nous allons voir tout à l'heure en détail aussi de l'arbre de Gessé. Parfois, alors c'est un problème que Raphaël Villa dans sa thèse a essayé de traiter et qui est un problème récurrent dans la bibliographie qui concerne les princes, c'est que dans plusieurs des verrières contemporaines de celle d'Engrand, il y a une autre signature, une autre intervention, celle de Jean le Prince. Vous avez ici, dans ce vitrail des chars de la cathédrale de Saint-Vincent de Rouen, la signature en Grand le Prince, mais aussi au registre inférieur, dans le triomphe de la Vierge, une autre signature, Jehan, parfois même plus compréhensible, plus lisible, Jehan le Prince. On est vers 1524, donc exactement au même moment où est réalisé l'arbre de Gessé. Une question que je ne traiterai pas aujourd'hui, c'est celle justement de cette collaboration entre deux membres de la famille dont on ne connaît absolument pas les liens. Par quelle façon, dans quelle structure, par association, comment le travail a-t-il été réparti? C'est une des questions évidemment importantes dans la thématique de cette année du cycle de conférences, mais je ne pourrai pas développer cette question-là, je me concentrerai maintenant seulement
sur cet arbre de Gessé. En Grand Le Prince, peintre verrier, peintre sur verre et peintre, cartonnier de l'arbre de Gessé. Bon, ce sont les questions auxquelles on a peut-être déjà les réponses, mais qui méritent quand même qu'on y revienne, et qu'on y revienne avec l'argumentation qui est accumulée nouvellement avec cette observation des œuvres qui a pu être faite en atelier. Alors, le choix des couleurs. Posons d'abord une question tout à fait classique, celle justement du choix des couleurs. Est-ce que c'est le peintre verrier qui les choisit? C'est une question en fait à laquelle les réponses sont multiples. Mais moi je pense que si on essaye d'avancer justement pour une réponse plus précise, on peut avancer de différentes façons. D'abord, il faut rappeler une chose qui est importante à l'époque de la réalisation de l'arbre de Gessé, c'est que nous nous situons dans ces années 1520, à un moment extrêmement riche pour la production verrière, l'apogée sans doute de l'industrie verrière normande et lorraine. À cette date, les peintres verriers, et en Grand Le Prince, son atelier, sont en mesure de bénéficier d'une palette absolument extraordinaire, d'une qualité, d'une variété sans doute jamais atteinte auparavant. Rappelons-le aussi, Beauvais se trouve extrêmement près de la forêt de Lyons, où, on le sait, à la même époque, les ateliers produisent des verres de qualité tout à fait remarquable, des verres soufflés en plateau, suivant la méthode que vous voyez ici présentée avec cette planche de l'encyclopédie. Mais il n'est pas exclu non plus qu'à Beauvais, on ait pu faire venir des verres de Lorraine avec leur qualité particulière, cette fois-ci, de verres soufflés en manche. Alors, la question de la fourniture des verres des vitraux, on peut interroger les archives, et bien en interrogeant les archives, on remarque finalement deux cas de figure importants, grosso modo, en simplifiant. Lorsqu'on a un chantier d'importance, un chantier d'une grande ampleur, c'est souvent le commanditaire, le chapitre par exemple, qui achète le verre et le fournit ensuite au peintre verrier. Parce que la dépense, dans ce cas-là, est trop importante. Mais lorsqu'il s'agit d'une commande telle que le vitrail de l'arbre de Gessé, il est plus logique que ce soit simplement le peintre verrier qui ait fait l'achat du verre et que ce soit lui, donc qu'il se soit fourni avec les matériaux qu'il voulait mettre en œuvre. Alors, le choix même de cette palette, bien sûr, dépend très précisément des verres qui peuvent venir de la verrerie. Un échange, bien sûr, entre le cartonnier et le peintre verrier n'est pas exclu. Mais on constate en regardant les documents graphiques contemporains, que rares sont ceux qui présentent des informations pour la couleur. Le célèbre dessin de Jean Cousin pour Jean Alardin ne présente aucune information à ce sujet. Lorsqu'on se situe au niveau des cartons, c'est à peu près systématique dans les cartons, la plupart des cartons qui sont conservés pour la période qui nous intéresse, il n'y a aucune information concernant la couleur. C'est le cas aussi très remarquable où on peut mettre face à face un carton d'Albert Dürer, conservé à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, avec un vitrail conservé dans l'église Saint-Zébald à Nuremberg. En l'occurrence, c'est très clairement le peintre verrier qui a choisi les couleurs. Et si l'on interroge encore d'autres documents graphiques, en particulier ces cartons suisses où l'on voit cette fois-ci des indications exactes pour les peintures, pour la couleur, pardon. C'est dans ces Bleirisse, ces documents qui sont marqués surtout pour la précision des plombs, pour la précision du dessin des plombs. C'est l'équivalent des tables de verrier, la table de verrier de Théophile. Et bien là-dessus, on voit dans ce document de travail, qui est un document de travail du peintre verrier, l'indication des couleurs. Je pense que c'est principalement donc le peintre verrier, surtout si c'est d'ailleurs lui-même le cartonnier de la verrière qui décide donc du choix des couleurs. Dans le cas qui nous intéresse, il est évident qu'en Grand Le Prince, si l'hypothèse que l'on confirme
comme lui-même étant le cartonnier de son vitrail, a choisi bien sûr cette palette si extraordinaire. Alors, le fond, ce qui fait la richesse, ce qui fait la merveille la merveille de la réussite de ce vitrail, c'est d'abord son fond bleu qui depuis longtemps a été remarqué et semble, je reprends l'expression de Jean Lafon, qui semble palpiter à la lumière. C'est véritablement le mot juste. Et puis, si l'on entre dans le détail, ce qui a été permis par l'observation de 2024, on observe le choix de verre tout à fait remarquable. Ici, regardez par exemple ce verre violet plaqué sur bleu. Et puis ce qui frappe lorsqu'on regarde ce vitrail, c'est la qualité la richesse de l'association des teintes. Regardez ce violet accordé avec le bleu et la justesse du choix de ces teintes est tout à fait extraordinaire. C'est vraiment le choix d'un très grand peintre verrier. Les images, justement, à ce sujet, parlent d'elles-mêmes. Regardez l'association entre ce vert pâle, ce rose, ce qui se détache sur le flanc bleu puissant, dont on voit avec cette photographie de détail toutes les variations du vert, un vert ici sans aucun doute soufflé en plateau, et donc un vert d'épaisseur inégale qui effectivement palpite, vibre à la lumière avec ces inégalités. On voit encore peut-être mieux cette qualité du choix des verts dans cette photographie qui a pu être prise en 2008 à l'atelier de l'atelier Courageux à Crèvecoeur. Ce vitrail qui avait été, ces deux panneaux qui avaient été déjà restaurés à cette date-là car en mauvais état, mais on les voit ici hors plan. On y retrouve la qualité merveilleuse des verres avec, vous voyez, cette inégalité d'épaisseur qui donne évidemment la souplesse de ce drapé et une qualité d'association des verres liée aussi à une qualité du dessin, de la coupe, du tracé des plombs. Le tracé des plombs, vous en voyez toute la subtilité puisque ici le plomb a été retiré. Regardez comme les plombs suivent parfaitement le dessin, qu'ils le soutiennent parfaitement aussi, et voyez aussi la complexité des coupes. Tout cela évidemment pour soutenir à la perfection le dessin. Mais ce qui est un petit peu particulier dans l'arbre de Gessé de Saint-Étienne-de-Beauvais et qui est un peu exceptionnel dans les œuvres attribuées en Grand Le Prince, c'est l'intervention de gravures mécaniques, gravures à l'outil, tout à fait caractéristiques du travail du peintre verrier. Les effets sont brillants, sont précieux, et peut-être c'est l'habitude que nous avons d'interpréter ce type de technique comme une importance particulière accordée à la verrière, surtout l'importance de son financement. Alors bien sûr, le travail se fait toujours sur les verres plaqués. Là, vous avez un exemple de perlé gravé avec cette molette, en plus molette et poudre d'émery, mais là vous avez aussi une surface qui a été grattée avec un outil qui a ripé un peu autour de la gravure. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette vitrail de l'église Saint-Étienne-de-Beauvais avec donc ces parties extrêmement éclatantes, extrêmement brillantes qui expriment tout l'art du peintre verrier. Le plastron de ce vitrail, de ce panneau de Salomon, a été gravé sur verre rouge, la pellicule de verre rouge étant placée sur la face externe. C'est une gravure donc en face externe, mais une gravure, vous le voyez bien, à l'outil, tout à fait identique à celle de la photographie précédente, avec le même principe, mais réalisée avec une très grande dextérité, puisque l'outil n'a quasiment pas débordé. Autre type de gravure, tout à fait particulière ici, c'est pour indiquer donc le détail du costume. Vous avez là comme l'intervention je dirais, moi, c'est comme des traces d'une petite disqueuse. Aujourd'hui, on ferait ça avec une disqueuse
pour marquer en creux toutes ces parties-là. On voit la présence d'un outil qui a été à plusieurs reprises une sorte de pointe d'acier qui a creusé au fur et à mesure ces différents éléments dans la pellicule de verre rouge, toujours placée en face externe. Il semblerait donc que ce vitrail de l'arbre de Gessé de Saint-Étienne-de-Beauvais était particulièrement doté, bien doté, et qu'en Grand-le-Prince y est ici accordé plus de temps peut-être que dans beaucoup d'autres de ces verrières, avec une attention donc toute spécifique. Mais le grand travail du peintre verrier qui est en Grand-le-Prince, s'exprime aussi, bien sûr, avec l'usage d'un matériel d'atelier que l'on repère facilement en regardant les damas. C'est un élément de repère tout à fait classique et qu'il importe de suivre. Cela fonctionne tout à fait bien pour l'arbre de Gessé, puisque là nous avons, avec ces damas peints au jaune d'argent en forme d'ocelle, nous avons là un élément tout à fait caractéristique de la production Le Prince. Ces ocelles se retrouvent dans la plupart des œuvres que l'on peut attribuer au maître de Beauvais. On les retrouve par exemple ici dans la robe de la Madeleine d'une verrière de l'abbé I de la même église Saint-Étienne. Mais c'est vraiment là aussi l'art, ça a été relevé depuis longtemps, mais il faut le montrer maintenant précisément grâce aux images que je vais vous présenter, que nous avons pu prendre, donc panneaux sur table lumineuse, la qualité du travail de grisaille et du jaune d'argent. Je cite une fois de plus ce passage de Lucien Magne qui exprime très très bien l'impression que l'on a devant l'œuvre d'Engrand-le-Prince. Je reconnaîtrai partout un vitrail d'Engrand-le-Prince à la liberté du dessin, à l'indication large des modelés, aux oppositions justes des tons les plus éclatants, aux touches légères du jaune d'argent qui brillent comme de l'or de la lumière des étoffes blanches. C'est cette vision un peu politique, mais très, très juste, mais nous pouvons la préciser avec les images qui ont pu être prises donc, dans les conditions que je vous indiquais. Regardez comment est fait une peinture d'Engrand-le-Prince. Eh bien, tout est d'abord fait avec le lavis. On a un lavis de fond, la pose est d'abord celle du lavis, un lavis qui est ici en deux teintes, une partie plus rousse pour les cheveux et la barbe, une partie plus brune pour le visage. Un lavis qui semble poser très vite, un lavis putoisé, mais un lavis aussi qui est travaillé de façon très fouillée, avec des quantités d'enlevés en tortillon, que vous distinguez peut-être sur l'image, et qui font de ce lavis, outre ces enlevés à la brosse, quelque chose d'extrêmement vivant, de particulièrement lumineux. Ensuite interviennent quelques traits posés extrêmement vite, vous savez, pour l'œil, pour la bouche, pour l'oreille, quelques traits aussi pour marquer la différence entre les cheveux et le visage, et puis interviennent enfin les enlevés au petit bois qui donnent toute la vigueur à la chevelure, à la barbe, et aussi qui montrent ses sourcils broussailleux. En fait, le jeu fondamental construit par Engrand-le-Prince, c'est ce contraste entre le lavis et des traits extrêmement puissants et simples, et ces enlevés très larges et très forts, posés avec une vivacité et une précision, une sûreté tout à fait remarquable. C'est un style qui se trouve, pour moi, tout à fait dans la grande tradition du vitrail et complètement différent, je pense, de ce que vous avez vu la semaine dernière à propos de la chapelle de Vincennes, 25 ans plus tôt. Ce style très monumental n'exclut pas en réalité d'incroyables subtilités. Par exemple, ici, la main gauche de David derrière les cordes de sa harpe. L'on distingue à peine. Lucien Mann avait souligné la richesse des étoffes blanches. Effectivement, c'est l'une des caractéristiques incroyables de la peinture d'Engrand-le-Prince sur le verre. Ces enlevés puissants dans le lavis, ce lavis lui-même, ce lavis extrêmement souple, posé très vite et un lavis un peu mouillé et inégal dans lequel on enlève très vite ces enlevés, on gratte
avec beaucoup de vivacité, avec beaucoup de spontanéité. Ces parties qui deviennent blanches par contraste et qui font de l'étoffe quelque chose de vibrant et de plus blanc que nulle part ailleurs. Ces étoffes se détachent dans le vitrail de façon incroyable. Rares sont les peintres verriers qui sont arrivés à des résultats comparables. Ces étoffes vibrent de façon très particulière chez Engrand Le Prince. C'est une des caractéristiques vraiment qui a été notée depuis longtemps et que l'on peut vérifier avec ces images. Alors j'ai lu en préparant cette conférence que cette particularité de ces vastes grattages, ces vastes enlevés, serait une sorte de transcription des parties de rehaut blanc que l'on trouve dans les dessins sur papier préparé contemporain ou sur les enluminures en grisaille, par exemple, celle de Godefroy de Batave, que je vous mets à côté de cette image. Je vois bien le rapport sur le principe. En réalité, je pense que ce n'est pas du tout ça. Jean Le Prince utilise les armes qui sont celles du peintre verrier, les utilise avec beaucoup de vigueur au service de son style. Je ne pense pas que ce soit vraiment la transcription de formes liées au dessin, même si évidemment les effets peuvent être dans certains cas jugés comparables. Alors y a-t-il plusieurs intervenants? Peut-on relever plusieurs intervenants en regardant ce vitrail en détail? Alors, je vais vous répondre d'emblée non, même si on peut trouver quelques légères différences. Alors, voilà, je dirais un premier groupe avec quelque chose de très graphique, marqué spécialement ici avec voilà, ce trait qui longe le nez, quelque chose qui est, oui, très graphique. Une façon graphique elle aussi, mais peut-être un tout petit peu moins réussie, avec ce personnage, ce roi que j'avais pu voir en atelier en 2008. Peut-être une façon un peu plus libre ici, avec la tête d'Engrand, la tête du Roboam et la tête des GC. Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait là plusieurs intervenants. Je pense qu'il y a quelques petites différences, peut-être quelques petites inégalités. Pour moi, le peintre est partout vraiment le même. Alors, bien sûr, on peut regarder le tympan et on y observe. C'est tout à fait classique là aussi, il ne faut pas en être surpris, c'est vraiment une tradition d'atelier. On y voit dans le tympan une peinture un peu plus rapide, et c'est tout à fait normal, c'est vraiment le plus souvent là que l'on va vite et on laisse faire beaucoup plus vite le travail. Peut-être l'exécute-t-on plus vite, ou laisse-t-on faire sans y accorder autant d'importance que dans les panneaux inférieurs. C'est quelque chose un grand classique du vitrail. On trouve d'ailleurs aussi souvent dans les panneaux des ajours du tympan des verres de moindre qualité. Mais les principes picturaux sont absolument les mêmes. Le jaune d'argent, alors bien sûr, aussi, depuis longtemps, on a constaté cette maîtrise absolue, cette liberté du jaune d'argent utilisé véritablement comme une peinture. On peut passer en quelques images pour insister sur cette question, en particulier vraiment la pose de ces damas tirées de pochoirs sans doute, qui sont ici peintes au jaune d'argent, sont tout à fait caractéristiques de cette maîtrise de cette technique qui n'est pas ici annexe, mais qui est véritablement utilisée comme une peinture en tant que telle. Et là aussi, avec une liberté que l'on observe particulièrement dans ce détail, on le voit, cette pose très vite, cette pose comme celle des enlevés, extrêmement spontanée, extrêmement sûre. Encore une autre image qui souligne la même caractéristique. Cette maîtrise, évidemment, une maîtrise absolue, avec le jeu du jaune d'argent sur le vert bleu que l'on observe ici, mais pas couvrant toute la surface,
correspondant à certains enlevés, et jouant avec eux pour faire en quelque sorte trois teintes, un bleu clair, un bleu plus soutenu, le jaune d'argent, la grisaille, tout cela joue ensemble, avec une merveilleuse spontanéité, une merveilleuse habileté. Alors la question finale, c'est celle à laquelle on est bien embarrassé pour répondre, parce qu'on n'a absolument aucun élément, mais bon, vu la qualité de ce qu'on voit, on serait tenté de répondre oui, bien sûr. Et je suis là un peu obligé, pour conclure cette présentation, de présenter ce que l'on sait aujourd'hui des modèles qui ont pu être entre les mains d'Engrand-le-Prince et de son atelier. Alors, il n'est pas inintéressant de lire une fois de plus Pierre le Vieil à ce sujet. Le prince qu'il vouloit donner que du parfait, autant qu'il pouvoit, n'épargnant pas la dépense pour y atteindre. Il envoya, plus habile peintre d'Italie et d'Allemagne, le dessin des compartiments et ordonnances de la pierre des vitraux qu'il vouloit peindre, afin qu'ils puissent mieux, dans les cartons qu'il leur demandoit, en ordonner les figures et les ornements, dont il reste plusieurs dessins de la dernière perfection. Alors, bon, il n'est évidemment pas du tout concevable quand Grand-le-Prince est envoyé des dessins des patrons, de la forme des fenêtres des églises qu'il devait vitrer, à des peintres à l'étranger, en Italie, en Allemagne, pour y faire réaliser des cartons. Mais en revanche, c'est le témoignage indirect, je pense, de ce que l'on pouvait savoir au XVIIIe siècle, de ce qui pouvait se trouver comme dessin dans les cartons d'Engrand-le-Prince, des modèles d'Italie, d'Allemagne. On va voir que c'est encore évidemment un peu plus compliqué que ça, et que ce qui domine a priori dans les cartons de l'atelier d'Engrand-le-Prince, en tout cas dans ce qu'on appelle aujourd'hui dans sa culture visuelle, figure avant tout des modèles tout à fait différents, des modèles qui viennent plutôt du Nord. Jean Lafon, évidemment, le premier à s'être intéressé à cette question, je rappelle qu'il souhaitait faire une thèse, écrire une thèse au sujet d'Engrand-le-Prince sous la direction d'Émile Malle, mais s'il l'a abandonné pour des raisons personnelles, il n'en a pas moins écrit sur ce sujet et il a été frappé très vite, dès les années 30, par le caractère nordique et le lien particulier qui unissait l'œuvre d'Engrand-le-Prince avec cette production qu'on appelle aujourd'hui, qu'on lit aujourd'hui à un maître d'Amiens, un artiste donc d'origine sans doute formé, d'origine peut-être, enfin en tout cas formé à Anvers et ayant travaillé en Picardie entre 1518 et 1522. Et les liens, tout de suite, dès les ouvrages de Jean Lafon, sont établis tout spécialement avec le puits d'Amiens de 1518, au juste poids, véritable balance, conservé au musée de Picardie. Alors, quelques détails à ce sujet sont particulièrement parlants, et bien entendu, c'est ceux qui ont soulevé l'intérêt de Jean Lafon et ses remarques. Oui, si l'on met face à face ce Dieu le Père qui surmonte ce grand tableau du puits, eh bien, on retrouve ces architectures somptueuses et complexes, on retrouve ces drapés virevoltants et ces effets de picturaux très particuliers. On retrouve des types de visages qui ne sont pas profondément éloignés. Bon, on ne sait absolument pas quel lien a pu exister entre le maître d'Amiens, actif dans quelques années en Picardie et en Grand-le-Prince, mais il est tout à fait évident que les liens avec le monde anversois étaient puissants. Une autre image et un autre vitrail attribué en Grand-le-Prince, le vitrail des œuvres de miséricorde, qui était en partie présenté au Louvre en 1517, sont tout aussi parlantes. Mais si l'on revient aux fondamentaux, et aujourd'hui, si on essaie de regarder les modèles qui sont relevables dans l'œuvre d'Engrand-le-Prince, on revient d'abord, bien entendu, à des choses qui sont décrites, qui sont très diverses, en effet, et qui sont aussi très souvent évoquées depuis longtemps. Durer, Lucas de Leyde sont évidemment parmi les fondamentaux, et là, ça n'a tout à fait rien d'original.
Dürer est omniprésent chez Engrand le Prince. Les traces des modèles durériens sont absolument essentielles. L'Italie aussi, si on suit Le Vieil, et c'était un petit peu ce qu'avait tenté Laurence Rivia dans son ouvrage paru dans la série Corpus Vitrearum, des modèles italiens, pourquoi pas des modèles michelangelesques, comme cette comparaison qu'elle avait proposée donc, dans son ouvrage entre un fragment de vitrail de 1528 et un des esclaves de Michel-Ange. Mais les modèles les plus nouveaux, les plus novateurs, les plus forts, sans doute les plus originaux, les plus d'actualité, sont des modèles qui sont liés à la culture flamande. Alors la culture flamande, vous le savez bien, en Picardie, elle est présente depuis très longtemps, et elle peut venir de tous les côtés. Elle peut venir par le circuit direct entre les Flandres et la Picardie et Paris. Elle peut venir par ricochet de Paris. Et donc ces modèles sont évidemment extrêmement présents dans l'imaginaire d'Engrand le Prince. Voilà un exemple précis qui a pu être relevé il y a quelques années, publié dans les actes d'un colloque sur la direction de Frédéric Elsy contre un dessin de Jan Gossert et Engrand le Prince à Montmorency. Nous sommes toujours liés à Anvers, évidemment. En 1995, dans l'exposition que nous avions fait à Rouen sur les vitraux retrouvés de Saint-Vincent, j'avais pu publier ce dessin anversois et l'avoir mis en rapport avec cette scène de l'église Sainte-Jeanne d'Arc, la décollation de Saint-Jean-Baptiste. Le lien est tout à fait évident, c'est ce type de dessin que nous pensions déjà il y a maintenant depuis longtemps être présent dans les portefeuilles de l'atelier Le Prince. Mais plus récemment, un historien d'art qui s'appelle Peter van den Brink a proposé quelque chose qui est encore plus proche, peut-être plus directement lié à l'art des Le Prince, puisqu'il a découvert donc dans les fonds de Berlin une série de dessins qui représentent une histoire de saint Thomas, avec portant une surcharge particulière, une surcharge l'on peut reconnaître, une surcharge apocryphe, mais qui porte l'inscription du prince. Alors, il a été tenté, évidemment, de rapporter ces dessins avec la production de l'atelier Le Prince, et l'on sait, dans la documentation, que les Le Prince avaient réalisé pour l'église Saint-Thomas de Beauvais un vitrail. Et il admet l'hypothèse que ces dessins auraient pu être des dessins préparatoires pour ce vitrail, et que ces dessins figuraient sans doute donc dans les portefeuilles de l'atelier. Ceci n'est pas du tout évident, il faut bien le reconnaître. On peut plutôt voir dans cette suite quelque chose qui serait lié à un retable avec un grand nombre de scènes, et le lien avec le vitrail, en tout cas, n'est pas du tout marqué dans aucun de ces dessins. En revanche, ces dessins que l'on peut lier à ce qu'on appelle aujourd'hui le maître de l'Ascension de Berlin, un maître au nom de convention, cet artiste donc sans aucun doute de formation, sans doute formé à Anvers, est tout à fait le type de dessin qui a pu figurer en effet dans les portefeuilles de l'atelier Le Prince, et on peut en voir les échos en différents moments, les échos qui ne sont pas des transcriptions du tout, mais qui sont des échos de modèles à œuvres réalisées. Alors, j'ai mis justement pour évoquer ces liens entre ce type de dessin et les réalisations des Le Prince, quelques images. Bon, voilà, ces bois morts, ces grands paysages avec ces silhouettes dans le fond, des types de figures qui ne sont pas totalement éloignés de ces modèles anversois, mais en aucun cas, évidemment, il s'agit de dessins des Le Prince, et les liens, on va le voir tout à l'heure, entre le style de ces œuvres et celui que l'on peut
par lequel on peut définir l'œuvre des Le Prince est assez différent. Voilà, attribué également au maître de l'ascension de Berlin, justement l'ascension de Berlin elle-même, ce panneau qui pose une quantité de problèmes, avec ce panneau qui représente donc l'ascension, avec au revers deux figures qui représentent Marthe et Lazare, des inscriptions en français, a suscité grand nombre d'hypothèses. Ce panneau avait-il peint par un artiste donc d'origine, de formation anversoise, mais actif peut-être en Picardie? Avait-il été réalisé pour Beauvais? Les Le Prince ont-ils pu voir ce type d'œuvre? Une autre hypothèse a été présentée comme étant ce panneau ayant été fait pour une chapelle de Rouen. Toutes ces hypothèses sont intéressantes, mais aucune, finalement, moi, ne me convainc totalement dans les liens directs et étroits que cette œuvre peut avoir avec l'œuvre des Le Prince. La coloration très acide, le contorsionnement des personnages, leur forme extrêmement, justement, extraordinairement maniérée, ce type de... Tous les détails que l'on peut relever, ce type par exemple, de drapé, ces coiffures trop extravagantes, tout cela correspond parfaitement au maniérisme anversois, mais n'est pas celui de l'art des Le Prince. Alors, ont-ils vu ce type de peinture? Oui, peut-être. Voilà, on ne peut pas en dire plus. Ce qui frappe, et ça va être les mots de conclusion, c'est que tous ces modèles que l'on peut imaginer comme ayant été vus à Beauvais, tous ces modèles comme ayant pu être entre les mains de l'atelier Le Prince, comme ces dessins que nous avons cités tout à l'heure, eh bien finalement, ils sont transcendés par un verrier d'exception qui est peut-être, comme on l'affirme généralement, son propre cartonnier. Au regard de l'œuvre que nous observons, on peut tout à fait le croire. Et pour justement essayer de s'en convaincre encore un peu plus, on peut mettre face à face un certain nombre de dessins et puis regarder encore l'œuvre de Beauvais un peu plus en détail. Voilà, j'ai mis face à face des fragments d'un carton de vitrail attribué à Jean Debert, donc l'un des acteurs majeurs du maniérisme anversois, et les réalisations dans le Roi le Prince. Je vous laisse regarder cela, et moi je trouve que, voilà, d'abord, et je voudrais aussi, avant de conclure, vous mettre encore une autre image d'une œuvre qui se trouve dans l'église Saint-Étienne de Beauvais elle-même, qui est, là aussi, pas très bien située, mais que l'on peut imaginer comme étant une œuvre d'un peintre de Beauvais, sous influence anversoise. Pour moi, de toutes ces œuvres qui ont été entre les mains des Le Prince ou qui ont été réalisées au même moment, je conclurai ceci. La qualité de l'œuvre d'Engrand Le Prince, telle qu'on peut la voir dans l'Arbre de Jessé, se détache complètement de tous les modèles que nous avons pu voir jusqu'à présent. Le maniérisme anversois, tel que nous l'avons pu l'observer avec ses œuvres extrêmes, comme celle justement du maître de l'Ascension de Berlin tout à l'heure, eh bien, Engrand Le Prince les transforme fondamentalement. Ces œuvres, moi je les qualifierais d'un maniérisme classique. Le cartonnier, Engrand Le Prince, montre, vraiment c'est ce qui me frappe, une capacité de synthèse de ces modèles nordiques de façon remarquable. Il en est un interprète vraiment subtil. Il en résulte un style original, mais un style qui n'est pas unique, puisque je crois que l'œuvre que nous avons ici sous les yeux, ce fameux Arbre de Jessé qui nous réunit ce soir, est un peu particulier dans l'œuvre d'Engrand Le Prince.
non sans variation, il traduit cette véritable synthèse. Son style est marqué par sa monumentalité, une coloration subtile et éclatante, loin des modèles picturaux cités en référence. Son équilibre est servi par la clarté d'un dessin d'une sublime élégance. Une fantaisie somptueuse et maîtrisée marque cette œuvre. Et puis une sève poétique puissante et très personnelle nous fait aujourd'hui admirer cette œuvre, nous la fait aimer profondément. Je vous remercie.